Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%, toujours dans ce superbe décor. Au sommaire, la critique de Castle Storm, Katsuka et la Minute du Geek. Je vous avais dit un jour que mes 3 jeux préférés étaient Final Fantasy, Soul Calibur et Guitar Hero. Je vous ai déjà parlé de Final Fantasy. Aujourd'hui, on passe à Soul Calibur, mais d'abord, les news. On est sur le stand Sega, on est juste devant l'espace consacré à Sonic Lost World. On a eu l'occasion de jouer à pas mal de jeux, on en parle tout de suite. Jouable pour la toute première fois sur le stand Sega, sur 3DS comme sur Wii U, le tout nouveau Sonic exclusif aux plateformes Nintendo se distingue nettement du Sonic Colors sorti sur Wii. Au niveau de son pitch déjà, puisque Sonic va s'associer à son ennemi de toujours, le Dr Eggman, pour affronter 6 créatures surpuissantes. Ces dernières, connues sous le nom des Effroyables 6, ont en effet échappé au contrôle du Docteur. Visuellement, le jeu tient bien la route, que ce soit sur Wii U ou 3DS. On remarquera que les niveaux ont été façonnés à la Super Mario Galaxy, avec des petites planètes suspendues dans les airs, autour desquelles Sonic peut tourner en courant. Évidemment, le gameplay est ici beaucoup plus porté sur les envolées, avec des bumpers dans tous les sens, et des changements de perspective incessants, donnant au jeu un petit côté parcours d'obstacles. Sonic peut ainsi courir le long des murs et se transformer en boule pour réaliser des dashs ou traverser les niveaux comme une boule de flipper. On retrouve bien le dynamisme des jeux de plateforme Sonic, même si sur les versions bêta présentées sur cette 3, le framerate du jeu laissait fortement à désirer, avec des ralentissements vraiment sévères. La seconde star du stand Sega était Castle of Illusion, et lui, malheureusement, s'est avéré tout simplement catastrophique. Présenté comme une version réimaginée du classique sorti sur Mega Drive en 1990, ce Castle of Illusion propose des graphismes plutôt jolis, quoiqu'à des années-lumière d'un Rayman Legends par exemple, qui doit d'ailleurs sortir à peu près au même moment, soit à la fin du mois d'août. Malheureusement, les sensations pour le moment ne sont pas là. Manette en main, le jeu est lent, imprécis, et Mickey bouge avec un léger décalage par rapport aux inputs du joueur. Le producteur de Sega US, présent sur le stand, a incriminé la télé qui était selon lui responsable de ce décalage. Mais en l'état, le jeu développé par les studios de Sega situés en Australie fait vraiment peur. Même les hitbox des ennemis et les collisions étaient totalement à l'ouest. On pouvait ainsi sauter sur la tête d'un ennemi sans vraiment être au-dessus de lui. Annoncé pour cet été, le staff Sega a clairement laissé entendre que le jeu pourrait être repoussé, ce que l'on souhaite ardemment, histoire que ce Castle of Illusion HD ne vienne pas ternir l'aura de cette somptueuse série. Mis à part Sonic Lost World et Castle of Illusion, le stand Sega accueillait 2 jeux de stratégie PC, le 18+, Company of Heroes 2, ainsi que Total War Rome 2. Ce dernier arrive très prochainement puisque sa sortie est calée le 3 septembre prochain. Présenté comme le plus gros Total War de la saga, la version qui tournait sur le stand Sega confrontait l'Égypte à l'Empire romain sur les berges du Nil. On le sait, Sega est un éditeur en difficulté, qui se cherche un peu en ce moment tout en s'orientant de plus en plus vers les jeux sur tablette et smartphone. Globalement, le stand Sega était large, mais il faisait un peu vide, coincé entre les stands Square Enix et Activision. Du coup, on va faire quelques mètres pour se retrouver tout de suite sur le stand Acti. Un énorme écran et plusieurs bouffes fermées, comme chaque année, le stand Activision montre peu de choses en dehors de ces espaces clos où les développeurs enchaînaient les présentations de Call of Duty Ghost, de Destiny et de Skylanders Swap Force. On parlera de Ghost dans le prochain 18+, bien sûr, et dans un futur 101% de Skylanders. Le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, et très clairement l'un des titres les plus séduisants de cette 3, est bien évidemment Destiny. La présentation en Behind Closed Doors, soit l'un des 3 espaces fermés du stand, accueillait 7 développeurs qui jouaient tous ensemble sur PS4 en multi. Cette démo était identique à celle réalisée à la toute fin de la conférence Sony. Tout débute avec l'apparition d'un gardien, rapidement rejoint par un second joueur. Les gardiens sont les joueurs, et ces derniers protègent la dernière cité libre sur Terre, même s'ils seront amenés à visiter d'autres planètes, comme les dunes rouges de Mars et les forêts de Vénus. On le sait, Bungie s'est créé des personnages et des univers forts, à l'image de la série Halo, sur laquelle ils ont travaillé durant de nombreuses années. Après avoir passé le relais à 343 Industries, ils ont repris leur indépendance pour développer un nouveau FPS futuriste situé dans un monde post-apocalyptique. Mais cette fois-ci, le monde proposé sera connecté et persistant. La frontière entre le solo, le coop et le multi s'efface avec ce titre et bien d'autres présentés sur cette 3 pour dynamiser le gameplay un peu figé des FPS. Certains événements importants, comme le débarquement d'une flotte ennemie et le largage d'unités gigantesques, entraînent le lancement d'un événement public permettant à d'autres joueurs de se connecter pour aider les joueurs en danger. Un joueur, puis 2, et enfin 7 dans les dernières minutes explosives de la démo, tel était le programme de cette session de jeu très impressionnante. Plusieurs classes de personnages, une customisation poussée de ces derniers, un chara-design abouti, des armes visiblement innombrables et le fameux drone appelé Ghost. Ce dernier se présente comme une intelligence artificielle multifonction, dotée de la parole, capable d'illuminer les niveaux et d'aider le joueur dans de nombreuses phases de gameplay. Destiny promet énormément. Et ce n'est que le début. Aucun véhicule n'a en effet été présenté lors de cette 3 et il est bien évidemment impensable que les créateurs d'Halo n'en proposent pas. Sans date de sortie précise pour le moment, on espère pouvoir jouer à Destiny en 2014 sur PS4 et Xbox One, mais également sur PS3 et 360. Les joueurs PC se mordent déjà les doigts, même si rien n'est encore définitif.
Genre, je me souviens pas exactement comment j'ai découvert Soul Calibur, j'avais sûrement vu la pub à la télé, j'avais dû trouver ça beau, et puis j'aimais bien les jeux de combat à la base, je jouais à Street Fighter ou Battle Arena Toshinden, je me souviens, je trouvais super beau ce jeu. Et en tout cas, Soul Calibur, c'est le jeu qui m'a fait acheter la Dreamcast, avec Phantasy Star Online aussi. C'est l'heure de la critique sur Castle Storm. Ces dernières années, les mash-ups entre plusieurs genres sont devenus légion, et on a pu découvrir des FPS puzzle games comme Portal, des jeux d'action musicaux avec Bethazard ou Symphony, ou encore plus insolites, des flippers RPG comme Rollers of the Realm. Un bon moyen de faire du neuf avec du vieux et d'essayer de nouvelles combinaisons qui sortent du chapeau. Et aujourd'hui, on a Castle Storm. Castle Storm, c'est l'histoire de chevaliers et de vikings qui se tapent joyeusement dessus avec des soldats, mais surtout des balistes capables de lancer à peu près n'importe quoi. Le scénario du mode campagne n'est pas des plus profonds. On contrôle les gentils, les chevaliers, et on fait face aux méchants, les vikings, qui nous mettent des bâtons dans les roues dès qu'on daigne mettre un pas dehors. Ils commencent par essayer d'envahir le royaume, puis on va les repousser petit à petit en remplissant des objectifs purement formels au passage, comme le contrôle d'une mine de ressources ou d'un pont, point apparemment stratégique. Par ailleurs, le mode campagne se contente d'échantillonner les 3 autres modes de jeu, qui se décomposent ainsi. Escarmouche, la bataille de château. Survie, où l'on doit juste faire face à des vagues d'ennemis de plus en plus coriaces. Et enfin, survie héroïque, qui reprend ce principe, sauf que l'on est aux mains du héros que l'on peut invoquer et on ne gère jamais la baliste. Ça part d'une bonne intention, mais le gameplay étant assez pauvre, on s'ennuie rapidement sur ce mode. Vous l'aurez compris, si on joue à Castle Storm, ce n'est pas pour son scénario. Castle Storm se veut être un mélange entre un Tower Defense et Angry Birds. Le côté Tower Defense, c'est qu'on a un château, composé d'un certain nombre de pièces, et il faut éviter que l'adversaire le détruise pièce par pièce avec ses troupes et ses tirs nourris. Le côté Angry Birds, c'est la manière de détruire le château, avec divers projectiles lancés depuis une baliste. Cette baliste sera votre arme principale, et vous pouvez la charger avec des munitions des plus loufoques. On commence par les classiques lances ou étoiles du matin, une boule à pic quoi. Puis on arrive rapidement aux pommes-grenades au fort pouvoir explosif. Ou encore aux moutons péteurs dont les problèmes de transit vous permettront de faire une percée dans les murs du château adverse. Au total, vous aurez à votre disposition 9 types de projectiles, mais vous ne pourrez en choisir que 5 par partie. À vous de faire le bon choix, même si on trouvera rapidement ceux avec lesquels on est le plus efficace. À côté de ça, on peut disposer de 5 types de troupes au sol, là encore parmi un choix de 9, débloqués au fur et à mesure de votre progression dans le mode campagne. Les troupes vous serviront d'abord à contrer les soldats ennemis, et dans certaines missions, elles vous permettront de capturer le drapeau adverse ou encore de contrôler un point de la carte. En soi, elles restent assez classiques. On a accès à beaucoup de chair à canon plus ou moins résistantes, des archers pour attaquer à distance, et aussi des prêtres pour soigner les troupes blessées. En jeu, vous devrez dépenser de la nourriture pour créer vos unités, nourriture qui se génère automatiquement au fil de la partie. Plus vos unités sont fortes, et plus il faudra investir pour invoquer vos soldats. Et à côté de ça, vous serez en plus limité en nombre d'unités simultanées, de base à 5, mais cette limite augmente rapidement grâce à des upgrades. Enfin, on peut utiliser la magie qui sert principalement à invoquer un héros. D'autres sorts sont également disponibles, mais on est déjà tellement occupé entre la baliste et les soldats que la magie s'avère assez anecdotique, d'autant plus que son efficacité reste à prouver, sauf peut-être pour un sort ou deux. Projectiles, soldats ou magie, tous ces éléments sont améliorables en dehors des missions, pour augmenter leurs dégâts ou leur efficacité. Pour cela, il faudra utiliser l'or que vous récupérez à chaque partie, d'abord en tuant des soldats adverses, puis grâce au bonus de fin de mission. D'autre part, la possibilité de construire son propre château se révèle intéressante. On a à disposition plusieurs éléments décoratifs et différentes pièces accordant des bonus divers, comme un temps de recharge des armes plus rapide, plus d'or en fin de partie ou une augmentation de la production de nourriture. Une quinzaine de châteaux sont préconstruits et le mode édition vous permettra de faire le vôtre, même si cela risque de vous prendre un certain temps avant d'obtenir quelque chose de viable. Castle Storm possède donc des points forts évidents. Le jeu est beau et possède une ambiance médiévale amusante, bien que parfois un peu lourdingue, comme par exemple l'humour pipi-caca utilisé un peu à toutes les sauces. Malheureusement, on se rend aussi rapidement compte que le jeu est très répétitif. Voici comment on peut résumer une partie. On envoie les troupes, on passe sur la baliste pour détruire les soldats adverses, les gros projectiles se chargent, on les lance sur le château pour le détruire à petit feu et on recommence la boucle. Et même si le gameplay a tendance à se complexifier au fur et à mesure, une fois qu'on a trouvé son cycle de jeu, ce ne sont pas les nouveautés débloquées qui le changeront beaucoup.
Par contre, le mode multijoueur reste un bon moyen de passer un sympathique moment entre potes, que ce soit en coopération ou en duel. Mais pas sûr pour autant que l'effet soit le même sur le Xbox Live. Bref, pour les puristes du Tower Defense classique, il y a des chances que vous passiez votre chemin sans regret, ce qui fut le cas de l'auteur de cette critique. En revanche, si vous cherchez juste un jeu pour faire une partie de temps en temps, et qui au final peut se révéler prenant, Castle Storm peut valoir le coup. J'avais aussi Dead or Alive sur Dreamcast, mais j'ai jamais trop accroché. Ce qui fait que j'adore Soul Calibur, c'est que les mouvements sont super fluides et naturels, alors que sur DOA ou Tekken par exemple, j'ai l'impression de jouer avec des Barbie. Alors vous énervez pas s'il vous plaît, mais c'est parce que les personnages sont comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont un balai dans le cul. Et moi j'aime bien quand les coups ont de la portée. Mes personnages préférés c'était Shangmina dans le 1, puis Talim à partir du 2 parce qu'elle enchaîne les coups super rapidement. Mais du coup je suis dégoûtée qu'elle soit plus dans le 5. J'aime bien Kilik et Maxi aussi, mais je suis super nulle avec les gros balaises qui sont lents. Alors peut-être parce que j'arrive pas à m'identifier aux personnages. J'ai jamais trop bien réussi à contrôler Ivy non plus, trop compliqué. C'est l'heure de Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez des histoires assez carrées à base de boîtes et de pixels. Mais avant ça, les news! Astérion est une série TV franco-japonaise de science-fiction actuellement en recherche de financement sur la plateforme de crowdfunding Ulule. Ce projet au look assez rétro est porté par le français Marouin Eluasti et sa société Pollux Animation et implique déjà de grands noms japonais. On y retrouve en effet le studio JC Staff, responsable notamment de Slayers et Utena, avec des artistes vétérans comme Ogura Hiromasa, Kobayashi Shichiro ou encore Terada Kazuo. Les designs sont signés de Shimizu Hiroshi, à qui l'on doit déjà la série Michikoto Hachin. Et puisqu'on parle de financement participatif, j'avais envie de vous montrer le trailer de Bats. Ce court-métrage réalisé par Max Maléo et Aurélien Prédal a été produit par le studio KO Animation grâce à l'aide d'une campagne Kickstarter. L'histoire met en scène deux chauves-souris embarquées dans une aventure déjantée. La saga Macross fête ses 30 ans et dans le cadre de cet anniversaire sort ce vendredi en Blu-ray au Japon l'anime Macross Plus. Produite en 1994, cette série d'OAV assez mythique réunissait de nombreux talents comme Masayuki au design, Kano Yoko à la musique, mais surtout un certain Watanabe Shinichiro à la co-réalisation. Sur cet animé, Kawamori Shoji était en effet épaulé par celui qui se fera connaître plus tard avec Cowboy Bebop, Samurai Champloo et Kids on the Slope.
Box est un court-métrage en provenance de Taïwan, d'où je vois rarement passer des films. C'est donc avec plaisir que je vous fais découvrir cette petite animation à la fois mignonne et sans grande prétention. À l'origine, il s'agissait d'ailleurs simplement d'un test réalisé par Tawei Chao et Tsai Chun-ha qu'ils ont finalement transformé en film. Voici également un autre test, mais dans un genre très différent. Pour s'initier au logiciel Cinema 4D et V-Ray, le réalisateur Dan the Hadman a en effet eu envie de s'adonner à un exercice de motion design où il a modélisé les personnages de Street Fighter. Il en résulte une expérience visuelle assez originale dont il cite aussi comme influence le film Forms de Crayola et Memo.
Voilou, à dans 15 jours. J'ai une particularité quand je joue à Soulcast, c'est ma façon de prendre la manette. Alors je la prends pas comme ça normalement, mais je la prends comme ça, avec la main droite sur le dessus. Alors quand les gens me voient jouer, ils me disent « Ah ouais, toi t'es plutôt habitué à jouer avec une manette d'arcade, hein ?» Ouais, c'est ça. On termine avec la minute du geek sur Yu Suzuki, le légendaire game designer de Sega. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Outrun, Space Harrier, Afterburner, Virtua Fighter, Virtua Cop, Daytona USA, Shenmue. Tous ces grands classiques du jeu vidéo ont en commun leur créateur, Suzuki Yu, l'un des grands game designers de Sega. Né en 1958, Suzuki Yu étudie l'informatique à l'université d'Okayama. Peu après l'obtention de son diplôme, au début des années 80, il est recruté par Sega, alors en pleine expansion, en tant que programmeur. Il rejoint le studio de développement AM2, où il créera en 1983 son premier jeu vidéo, Champion Boxing, un jeu de boxe 2D qui sortira en arcade et sera porté sur SG-1000. L'une des choses qui passionne Suzuki Yu, c'est l'interface par laquelle le joueur va contrôler l'action du jeu vidéo. Son projet suivant va révolutionner le jeu d'arcade, en proposant aux joueurs de se diriger, non pas avec un joystick, mais en chevauchant directement une pseudo-moto. Ce jeu, c'est bien sûr Hang-On. Poursuivant sur ce principe, Suzuki crée par la suite Outrun, Space Harrier ou encore Afterburner, des jeux aux méthodes de contrôle originales et immersives qui remporteront un grand succès dans les salles d'arcade. Il faut dire que les bornes elles-mêmes étaient spectaculaires et attisaient en un coup d'œil la curiosité. Passionné de nouvelles technologies et fasciné par les possibilités qu'elles offrent pour le jeu vidéo, Suzuki est évidemment l'un des premiers développeurs à s'intéresser à la 3D. Au début des années 90, la 3D polygonale ne s'est pas encore imposée, et Suzuki va essayer différentes techniques. Il va utiliser la 3D polygonale pour son jeu de Formule 1 Virtua Racing en 1992, tandis que pour son jeu de combat Virtua Fighter, il va plutôt chercher à utiliser des surfaces quadratiques à 4 côtés. Suzuki continuera d'innover en proposant l'un des jeux les plus mémorables de la Dreamcast, Shenmue, en 1999, qui préfigure les jeux d'aventure open world devenus courants aujourd'hui. Et en fait, pour la manette, si je la tiens comme ça, c'est parce que j'ai des doigts trop petits et j'arrive pas à appuyer sur les deux boutons en même temps, juste avec mon pouce. Du coup, je suis obligée de jouer avec deux doigts. Voilà. Et sur ce, 100%, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt!